Bonsoir à tous. L'éducation et la parentalité au révélateur de la petite enfance, de la culture et de l'art. Depuis le samedi 18 novembre et ce jusqu'au samedi 25 novembre, la première semaine de la petite enfance autour du thème art, culture et petite enfance montre combien l'éducation et la parentalité exigent un savoir-être et un savoir-faire. Pour ce faire, la caisse d'allocation familiale, dans le rôle de la marraine ou de la bonne fée, se penche un peu plus sur le berceau de la petite enfance. Comment la caisse d'allocation familiale apporte son soutien et son accompagnement à l'éducation et à la parentalité. Comment cette évolution sociologique impose des formations professionnelles toujours en continu. Comment cette évolution de notre société construit un vivier d'emploi. Pour répondre à ces questions, ce soir, nous recevons Stéphanie Waro, éducatrice spécialisée. Bonsoir. Bonsoir. Hamid Azouz, chargé de mission action sociale à la Caisse d'allocation familiale. Bonsoir. Mohamed Attel, chargé de mission partenariat au Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Joanne Lamy, artiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question que j'allais vous poser, est-ce que pour vous, cette première semaine de la petite enfance est un événement ou c'est quelque chose qui est naturel finalement? C'est un événement, c'est la première fois à La Réunion. Donc, je pense qu'il faut fêter ça dignement. Voilà. On va juste regarder l'affiche pendant que les autres répondent à la question. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est un événement, on est ravis de cette initiative de la CAF, car on savait qu'en métropole, ils le faisaient déjà, et de pouvoir le faire cette année à La Réunion, c'était vraiment un événement à marquer. Concernant Pôle emploi, écoutez, c'est dans la continuité du partenariat que nous menons avec la CAF, et notre participation à la semaine de la petite enfance est pleinement... se porte pleinement par rapport au fait qu'on a un grand nombre de demandeurs d'emploi qui, au final, ne connaissent pas forcément bien ces métiers-là, mais ils se positionnent pour autant sur ces métiers. On a au jour d'aujourd'hui environ 10 000 demandeurs d'emploi inscrits sur les 5 métiers clés de la petite enfance. Vous voyez bien qu'il y a un certain embouteillage et l'idée c'est de mieux faire connaître ces métiers à nos demandeurs d'emploi. Mais Azouz, on regarde souvent la caisse d'allocation familiale, et quand je dis souvent, je pense que c'est à 99% pour beaucoup de monde, comme une structure, un organisme qui distribue des revenus de transfert. Aujourd'hui, il faut le regarder différemment, parce que entre le soutien, l'accompagnement à l'éducation et à la parentalité, on verra tout au long de cette émission comment ça se fait sur le terrain. Mais pour vous aujourd'hui, depuis le début de la semaine, en tout cas, il y a du monde sur les événements prévus. Oui, alors on a déjà donc l'action de formation qui s'est déroulée lundi, mardi à Saint-Pierre et donc hier et aujourd'hui à Sainte-Marie. Donc M. Lamy a participé et on a eu beaucoup de demandes. On a eu donc quand j'ai fait un recensement une étude sur les personnes intéressées, on a eu plus de 175 personnes qui sont montrées intéressées par la formation. Forcément, les deux sessions étaient complètes. Mardi, on avait donc la première journée des métiers, en partenariat notamment avec Pôle emploi, avec la DIEC, la région, le département et les partenaires. Là, on a eu plus de 500 personnes qui sont passées sur site, donc jeudi. Et on a également aussi un volet sur des activités qui sont mises en place dans les structures d'accueil. Il y a plus d'une centaine d'établissements qui ont répondu. Ça touche plus de 2000 enfants au total sur l'ensemble du département avec les familles. Et demain, donc, on a la deuxième journée des métiers qui va se tenir donc au Moka-Mangoya où on attend environ 400 personnes aussi. Une semaine, je disais, donc riche en activités. 4 domaines d'intervention sur la thématique art, culture et petite enfance. Donc le service d'accueil de la petite enfance, sans établissement, 53 projets, 2000 enfants. Les métiers de la petite enfance, sans demandeur d'emploi, 15 organismes professionnels. Formation des professionnels de la petite enfance, 68 professionnels et 4 artistes. Le 4e point, c'est les séminaires et conférences sur le thème, l'art, culture et petite enfance, 300 personnes. En tout cas, pour l'instant, les chiffres montrent que ça bouillonne. Tout à fait, oui. On voit que ça correspond à un besoin chez les professionnels, essentiellement, chez les gestionnaires, chez les artistes, chez aussi
avec le rectorat, qui est aussi partenaire de cette semaine. On a voulu vraiment mettre en place un partenariat très large pour associer un maximum de monde, pour faire en sorte qu'en fait que cette semaine se déroule le mieux possible et touche un large public. On va faire juste quelque chose, on va essayer de présenter la CAF. Si on doit dire, c'est quoi aujourd'hui la caisse d'allocation familiale, qu'est-ce que répondrait Hamid Azouz? Alors la caisse d'allocation familiale, sa première mission, effectivement, c'est de rendre service aux familles. Pour ça, on a différents moyens. On a bien sûr les allocations, allocation logement, allocation familiale, enfin il y a beaucoup d'allocations. La CAF de la Réunion est une des plus grosses caisses de France en termes d'allocataires, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place cette semaine de la petite enfance, pour permettre au public de comprendre que la CAF, c'est aussi un accompagnement des familles, que la CAF aussi favorise et accompagne la parentalité, accompagne l'éveil des enfants. Il faut savoir aussi qu'on finance beaucoup de structures d'accueil. On va regarder ça. D'abord, on va regarder la CAF en chiffres. Oui. Tout de suite, la caisse d'allocation familiale, donc en chiffres, en 2016, 265 150 enfants réunionnais ont bénéficié des services de la CAF. Pour un tiers, ça fait donc 544 millions donc, qui sont dédiés à l'enfance. C'est un chiffre en tout cas qui parle de lui-même. Là, on va détailler dans un instant un petit peu comment se répartissent au niveau des enfants. Le deuxième chiffre, c'est... Alors, on va essayer, non pas de vous expliquer, on va juste vous montrer, quand on parle de la petite enfance, les 3 tranches d'âge qu'il faut savoir. Donc, tranche d'âge. Alors, l'enfance se décompose en 3 tranches d'âge. On va voir ça. Voilà, donc, petite enfance de 0 à 3 ans, jeune enfance donc de 3 à 7 ans et préadolescence donc jusqu'à 15 ans. C'est pour qu'on sache comment est réparti plus ou moins les critères pour l'attribution des prestations. Alors justement, quand on parle de prestations, en 2 tableaux, voilà d'une part la répartition des prestations. Comment se fait les prestations? Vous avez donc le nombre d'enfants bénéficiaires de l'allocation familiale, du complément familial, de prestations d'accueil de jeunes enfants. Hamid Azouz, je pense que les chiffres fournis par la CAF correspondent à cette réalité-là aujourd'hui encore. Oui, oui, tout à fait. La CAF accompagne bien sûr les familles, donc via forcément les allocations familiales, mais aussi la PAJ, donc la prestation d'accueil du jeune enfant. En même temps aussi, on finance les structures d'accueil, donc toutes les crèches, micro-crèches, au fonctionnement et à l'investissement. Donc la CAF s'investit fortement sur le territoire, sur le département de la Réunion. Et au nombre de bénéficiaires, d'autre part, donc concernant l'accueil du jeune enfant, voici la répartition. Prestations d'accueil, donc le nombre des bénéficiaires, on regarde ça tout de suite. Voilà, en ce qui concerne les jeunes enfants, donc voir un petit peu comment sont attribuées l'allocation de base, la prestation partagée par exemple d'éducation de l'enfant, et puis il y a également, je crois, on l'a vu tout à l'heure, c'était pour les enfants handicapés, c'était donc 4500 à peu près, pour les enfants handicapés. Alors ça c'était pour voir quelques chiffres et voir un petit peu comment se fait. C'est vrai que la CAF, dans la tête de beaucoup de monde à La Réunion, c'est d'abord un prestataire qui distribue des allocations familiales, mais là on va regarder que c'est aussi aujourd'hui un organisme qui s'occupe, comme on l'a dit en début, donc du soutien et de l'accompagnement, de l'éducation et de la parentalité. Et ma première question sur l'éducation est pour Hamid Azouz. Quelle est la première mission, justement, de la Caisse d'allocation familiale à La Réunion? Donc la première mission, effectivement, mission première, c'est le versement des prestations légales, qu'on appelle les prestations familiales. Donc on a beaucoup de prestations, certaines qui sont soumises à conditions de ressources, d'autres non, enfin qui sont plutôt rares, qui touchent le handicap, qui touchent également la dépendance, la petite enfance, la jeunesse. Donc il y a beaucoup de prestations. Mais aussi, il faut savoir que la CAF s'implique aussi au niveau de son action sociale et notamment sur la petite enfance, sur des dispositifs comme le CLAS, le REAF, la médiation familiale, pour accompagner aussi les parents donc
qui ont quelquefois un petit peu des difficultés avec leurs enfants. Et puis aussi les lieux d'accueil parents-enfants qui ne s'adressent pas forcément à un public donc, qui a des difficultés. Et je pense que le grand public connaît très peu cet aspect donc que la CAF rend, le service rendu aux familles sur cet aspect donc, qui est lié à la parentalité et aussi à l'éveil de l'enfant. Je vais vous demander à vous, quel est le regard, comment vous regardez la CAF, vous? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est en tant que professionnel, ouais. c'est un partenaire social justement qui nous aide à mener des actions musicales, mais surtout sociales. Donc on n'est pas dans le l'artiste ne va pas se dévoiler en tant qu'artiste, mais il va se dévoiler pour les donc du coup là pour les enfants ou pour les gens en fait. Donc et la CAF et souvent les structures, elles n'ont pas forcément les ressources financières pour accueillir, pour prendre des intervenants professionnels, donc avec le coût que ça a. Ouais. Et donc c'est grâce à la CAF aujourd'hui qui apporte son soutien financier. Oui, tout à fait. La CAF est un de nos partenaires prioritaires. Hein. Sans la CAF, on ne fonctionnerait pas. Autant dans l'investissement dans les structures, mais aussi, comme le disait Monsieur Azouz, c'est la CAF qui permet l'accueil des enfants. La CAF aide les parents à financer l'accueil en crèche. Et pour revenir sur ce que disait Johan Lamy, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que la CAF a choisi l'art, la culture, comme, je dirais, un peu comme révélateur de ce travail? Alors dans la société dans laquelle on vit, dans le monde actuel, on dit ouf et merci. Parce que justement, on est dans une société qui va de plus en plus vers la formation, pas la formation justement, mais la formatation. Et le côté humain est vital en fait pour le développement. Et c'est vrai que grâce à des actions comme ça, le fait d'investir dans ce domaine, ça permet justement de reconnecter l'humain à l'humain, tout simplement. Mohamed Patel, qui a changé de mission donc au Pôle emploi, il a été surpris de voir que la CAF a choisi comme thème l'art, la culture, la petite enfance pour cette première semaine de la petite enfance. Surpris, non, puisque ça fait partie de l'éveil des jeunes enfants. Et après, moi, ce que je voudrais dire concernant le rôle de Pôle emploi par rapport à cette manifestation, si vous voulez, on travaille déjà avec la CAF depuis quelques mois déjà sur un certain nombre d'autres opérations. Donc on est parti sur une identification des besoins au niveau des crèches avec des prévisions de recrutement très intéressantes. À partir de là, nous avons travaillé dans notre fichier sur du sourcing et des propositions de candidature auprès des gestionnaires de crèches. Ça, c'était une première opération. Il y avait à peu près 150 offres en recrutement. Donc tout ça a été mené à bien. Une deuxième opération sur laquelle on intervient pour présenter un dispositif qui s'appelle massigon.fr. C'est une plateforme numérique qui va permettre aux demandeurs d'emploi en recherche d'insertion de pouvoir bénéficier de places mises à disposition par des crèches pour qu'ils puissent se rendre à des entretiens d'embauche. Donc cet après-midi encore, lors d'une autre manifestation, on en a fait une présentation. Et troisième axe, c'est effectivement la semaine de la petite enfance, puisque dans le cadre de nos missions à Pôle emploi, nous déployons ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Et l'idée est bien d'identifier les besoins des employeurs, d'identifier les projets professionnels des demandeurs d'emploi et essayer de faire coïncider l'offre et la demande, quitte à réorienter professionnellement les demandeurs d'emploi vers des métiers qui sont porteurs et qui vont bénéficier de recrutement. On y reviendra un peu plus loin dans l'émission, puisqu'on parlera de formation, on parlera de métier. Mais là, on va parler d'art, de culture. Hamid Azouz, qu'est-ce que vos partenaires vous ont dit lorsqu'ils ont découvert que vous avez choisi l'art et la culture comme thème? Ils ont trouvé intéressant parce que pour une fois, on ne parlait pas de financement. Parce qu'effectivement, quand on discute avec les partenaires, on parle souvent de financement, comment est-ce que la CAF va pouvoir payer, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés dans les structures pour des difficultés de fonctionnement. Mais là, pour une fois, on s'oriente plus vers des choses liées à l'éveil. Et c'est aussi, ça permet aussi au public d'avoir un autre regard sur la CAF qui s'investit donc dans ce genre d'action pour accompagner les familles vers une relation, on va dire une relation parent-enfant
qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus une relation argent-client, mais on a plus un accompagnement. On passe à un autre niveau. Je disais que je crois que c'est lundi, on avait vu l'éveil musical. Je crois que c'est Sainte-Marie au Petit Chou. Mm-hmm. Et on va voir qu'aujourd'hui on forme les professionnels donc de la petite enfance à la musique. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre, je dirais, un petit peu à la légère, parce que savoir utiliser l'art, la culture, la musique, c'est un art. Comment la musique parle aussi bien aux parents, aux adultes qu'à l'enfant, et comment se crée ce lien, puisque d'une façon ou d'une autre, c'est l'objectif aussi de cette formation? Alors, je reviendrai du côté de la chanson et de la voix. La chanson est universelle. Les berceuses, on en trouve partout. Les jeux de doigts qu'on a travaillé avec les équipes aussi, on les trouve partout. La voix, c'est du corps, c'est du son, c'est de vibration. Ce sont des vibrations. C'est le corps sonore qui entre en vibration. Cette vibration de la voix de l'adulte va rentrer en vibration avec la voix, avec le corps du tout petit ou le corps de l'adulte. On dit qu'une voix nous touche, qu'une voix nous émeut, toucher au sens propre, mais au sens figuré aussi. On va être ému par une voix, on va être ému par un texte d'une chanson. Il y a des chansons qui vont être très rythmées, où au niveau du corps, on va avoir cette pulsation qui va s'installer. Au niveau, une chanson plus douce qui va faire qu'on va se balancer. Et on va être ému aussi peut-être par le texte. C'est ça, je trouve. Et là, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est-à-dire que ce soit des bébés, des grands, des moyens, que ce soit des adultes, donc les adultes, que ce soit les parents ou que ce soit les professionnels de la petite enfance, vont être touchés universellement par cette voix qui chante. La musique, est-ce que la musique, à votre avis, parle à l'enfant? Aujourd'hui, ça devient même, puisqu'il y a une formation, je rappelle donc Marie Frapsos, qui est donc animatrice et musicienne à l'association Enfance et Musique, a animé une session donc à la Mars cet après-midi, et avec entre autres bien sûr Yoann Lamy. Est-ce que cette façon de voir la musique aujourd'hui est quelque chose qui vous paraît, je dirais, efficace pour l'éducation? Oui, bien sûr. Comme elle disait, la voix, c'est la première chose qu'un enfant entend depuis le ventre de sa mère. C'est quelque chose qu'il reconnaît à sa naissance. Tout ce qui passe par la voix, l'enfant est sensible. Donc oui, nous, quand on accueille les petits à partir de 3 mois en crèche, les premières activités qu'on met en place avec eux, c'est les comptines. Donc on chante et au fur et à mesure, tout le long de leur accueil en crèche, ces comptines-là, elles restent. Et d'eux-mêmes, ils nous demandent à chanter. On les entend chanter dans la cour, autant les comptines qu'on chante à la crèche, mais autant les musiques qu'ils entendent à la radio et les musiques qu'ils chantent avec leurs parents. Donc oui, la musique, c'est quelque chose d'important dans la vie des enfants. Oui, j'irai un peu plus loin. Je pense que c'est même... Quand on est dans notre banc de notre moment, la première chose qu'on entend, le premier contact avec le monde extérieur, c'est quoi? C'est le battement du cœur. Vibration du battement du cœur. Le battement, l'écoute. Ouais. Et ça va nous accompagner tout le long de notre vie. Donc la musique, elle est là même avant l'image, avant le toucher, c'est fondamental. Donc oui, il n'y a même pas de discussion, c'est fondamental. Les vibrations des battements du cœur. Le chant et les musiques sont plus que des passerelles en fait. Ces outils pédagogiques parlent à l'enfant, aux parents et aux adultes professionnels. Selon Marie Frapsos, l'animatrice et donc les musiciennes à l'association Enfance et Musique, il faut écouter ces vibrations. Tout petit bébé, il va explorer sa voix, il va faire des essais. Ensuite, il va se déplacer, utiliser son corps, utiliser les objets qui lui passent sous la main, explorer le son, le sonore, la musique, le rythme, la pulsation. Et tout est du côté du jeu, jouer, on dit jouer d'un instrument, et là jouer, explorer, et du côté du plaisir. Et ce plaisir doit être aussi un plaisir partagé, c'est-à-dire que c'est le plaisir pour l'adulte d'être avec ce tout petit, le plaisir du jeu et le plaisir de ce tout petit de jouer avec l'adulte. Voir un adulte qui joue, voir un adulte qui prend plaisir avec sa voix, un adulte qui prend plaisir à être avec ce tout petit, quel que soit le support d'ailleurs. Je parle de musique, d'instruments et de chansons, mais ça c'est vrai, quel que soit le support.
Passe la dormette, passe vers chez nous pour endormir Minette jusqu'au point du jour. Ça vous fait vibrer? Ça vous fait vibrer? La façon d'apporter ça me fait toujours rappeler cette scène dans Trois hommes et un couffin où trois hommes sont au-dessus d'un couffin, chantent pour faire dormir un bébé. Là, les vibrations apportent vraiment, amènent à calmer l'enfant. Oui, tout à fait. Nous, on a constaté quand les enfants sont fatigués ou frustrés par quelque chose qui s'est passé, ou voilà, on chante et ça permet de les calmer, ils se posent et puis non, on sent tout de suite que ça les apaise. Autant voilà, dans les moments de la journée, même à l'endormissement, comme vous dites, au moment de la sieste, on met de la musique ou on chante des berceuses et ça leur permet de s'endormir plus facilement. Alors ma question, Yanami, c'est, vous avez donc participé donc à cette formation. Comment les nénanes, les nounous, ces auxiliaires, les tatis, enfin, il y a tellement de noms. Comment elles ont vécu ça? Est-ce que elles se disent vraiment c'est un outil dont elle va se servir, ou c'était le moment d'optimiser cet outil? Alors c'était vraiment surprenant comme réaction, parce que du coup il y avait la réaction professionnelle où elles ont eu la chance de pouvoir mieux s'approprier, pour certaines découvrir l'outil qui est les comptines, tout ce qui est lié à la musique professionnellement. Donc beaucoup de remise en question déjà de comment elles utilisaient la musique dans leur structure. Et il y en a beaucoup aussi qui ont parlé d'un point de vue personnel en fait, que ces 2 jours de formation les avaient finalement reconnectées certaines avec la musique, le son, la vibration comme tu aimes bien le dire, donc avec l'énergie. Et ça les avait touchées, transformées. Voilà, il y avait quelque chose de bénéfique personnellement, en plus que le côté formation professionnelle. En fait. J'ai posé la question à un parent à une crèche de Sainte-Suzanne. C'était juste après la prestation d'une intervenante en musique. Et voilà comment il voit cette évolution qui implique donc une éducation partagée et complémentaire. Et c'est Yovin Karpi, qui est père de Chayani, un enfant qui est à la crèche Aimé Césaire. Voilà ce qu'il nous dit, lui, aujourd'hui, sur son regard, sur son rôle à lui, sur la parentalité et ce qu'il attend aussi de la crèche. Depuis 1 an qu'elle est là, quelles sont les évolutions que vous avez remarquées dans son comportement? Alors, elle s'adapte à tout, avec les jeux, tout ça, on voit qu'elle manie bien les jeux, quand on parle avec elle, elle est réceptive. Voilà. Et auprès des autres enfants de son âge, qui vont pas à la crèche, les enfants de mes amis et tout ça, eux-mêmes m'ont dit que ils veulent mettre leur enfant à la crèche par rapport à le comportement de Chayani qui est bien développé. Plus mature, plus autonome? Voilà, plus mature, plus autonome, plus développé, épanoui aussi. Qu'apporte une structure comme une crèche à un enfant? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une complémentarité dans l'éducation de l'enfant? Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'ici, on voit qu'à la maison, par exemple, quand on lui explique l'alphabet ou les nombres, on sent que c'est familier. Parce qu'ici, à la crèche, on apprend toujours les nombres, l'alphabet, beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui du changement de mode d'éducation. Aujourd'hui, les parents doivent se dire que lorsqu'ils n'y arrivent plus, il y a des structures, il y a des gens qui sont capables d'apporter le complément. Moi, je pense que tout ce qui se passe dans l'enfance, ça interagit aussi dans le futur, pour la vie de quelqu'un. Donc, quand en enfance, on apprend à l'enfant à être autonome comme ça, avec une crèche, quand l'enfant est mis dans une crèche, ça apprend aussi à l'enfant d'être autonome pour la suite.
Alors, votre réaction par rapport à ce qu'elle dit sur ce parent, vous Oui, il parlait justement de musique et de toutes les choses que la crèche pouvait apporter aux enfants. Et c'est vrai que la musique, elle a ce pouvoir, elle a ce côté magique où elle permet l'écoute, la sociabilisation, la cohésion de groupe, le partage. Donc c'est vraiment un outil pour apprendre à vivre ensemble, mais en harmonie. Et donc le fait de l'intégrer dans les crèches dès le plus jeune âge, ça permet à l'enfant pas de prendre conscience, mais voilà, de baigner dans toutes ces idées de cohésion, de partage, d'écoute et face au monde. Et puis bien sûr pour soi, comment on appelle ça, de manipulation, de précision entre l'intensité, fort, doucement, voilà, plein de choses pour soi, mais aussi comment se positionner dans le monde, en fait, tout simplement. Cette réaction qui montre qu'aujourd'hui la crèche apporte au moins un complément à leur rôle, à leur mission, à cette parentalité, ça vous fait dire quoi finalement? Ben oui, parce que le discours que j'ai entendu, c'est un discours qu'on a au quotidien. Les parents, ils voient l'évolution de leur enfant, ils nous disent, il parle plus depuis qu'il est à la crèche, son vocabulaire s'est développé, et voilà, il sait faire des choses. Je suis étonnée de ce qu'il sait faire, et c'est ça le rôle de la crèche aussi, c'est de mettre en avant leurs compétences et leurs connaissances, et de travailler avec les parents. On travaille toujours en collaboration avec les parents, voilà. Ce qu'on fait, c'est aussi pour eux, on est là aussi, comme il disait, on est un soutien à la parentalité, on est là, on est des professionnels et on est là pour les aider. Ce soutien à la parentalité passe aussi par cette complémentarité entre les structures et les professionnels et bien sûr les parents. Je vous propose d'écouter Germaine Léon, elle parle de ce moment de transmission que connaît toute structure. Comment, de l'autre côté, où on regarde l'évolution de l'enfant et de leur côté, comment les parents veillent justement à l'évolution de l'enfant? En fait, dès le matin, on n'a pas beaucoup de temps, c'est sûr, parce que là, les parents partent au travail. Donc du coup ça. Mais le soir, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de discussions. Et on dit souvent aux parents, s'il y a un problème, n'hésitez pas. Tout le temps, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous voyez que l'enfant dort mal ou bien, voilà, toute réaction, on suit par rapport et on écoute aussi le parent. Il faut quand même avoir une bonne discussion avec le parent et que ça passe, le courant passe. Là, pour revenir à ça, sur la transmission, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est lorsqu'on dit, par exemple, quelle est la musique que préfère l'enfant. Et lorsque le professionnel demande aux parents qu'est-ce que l'enfant aime bien comme musique. Ça, c'est important, ces moments-là, parce que ça permet d'avoir des outils aussi pour répondre à l'attente de l'enfant. Ça permet d'avoir une continuité. En sachant ce qu'il aime à la maison, on peut l'utiliser à la crèche pour que l'enfant ait ce repère, en fait, qu'il y a un fil conducteur entre la maison et la crèche. Alors, je vais clore sur ce sujet parce qu'après je vais passer à la parentalité. Alors, la crèche Aimé Césaire de Sainte-Suzanne, justement, on va revenir sur l'accompagnement. Et l'accompagnement se fait aussi à travers des ateliers, comme nous le précise Flavia Lelong, donc éducatrice et également responsable de sa structure. Alors, sur l'accompagnement à la parentalité, je trouve que déjà la première chose, c'est vraiment de laisser la place aux parents au sein de la crèche. Donc c'est vrai que c'est vraiment inscrit dans notre projet éducatif. Sur l'entrée dans la structure, vraiment sur un processus de familiarisation. On est vraiment sur accompagner les parents à prendre confiance en nous, professionnels, qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus. Donc vraiment de pouvoir nous découvrir, de créer un lien de confiance, de se sentir serein, pour ensuite effectivement pouvoir accompagner leur enfant au quotidien sur la structure. Et ensuite, c'est vrai que c'est vraiment un projet sur des ateliers parents-enfants aussi tout le long de l'année. Nous faisons pas mal de goûter partage. Il y a un des ateliers, par exemple là, cette année, c'était sur le massage parents-bébés. Donc apprendre aux parents à masser et être autonomes avec leur enfant, parler de communication non verbale. Donc c'est vrai que c'est... Et puis c'est aussi au quotidien, et c'est vraiment de pouvoir permettre aux professionnels d'avoir un temps dédié aux parents et disponible pour eux, vraiment en termes de communication, de posture, de disponibilité. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour effectivement accompagner à leur parentalité. C'est pas quelque chose qui va se faire entre eux.
La question ne doit pas se poser, à savoir, est-ce que c'est la nouvelle façon d'éduquer, est-ce que c'est la nouvelle façon d'être parent? Chaque individu a sa façon d'être. On ne va pas poser la question, il n'y a pas de polémique à avoir. Mais en tout cas, il s'agit aussi de montrer qu'il y a une évolution, qu'il y a une nouvelle façon de concevoir l'éducation, de concevoir la parentalité. Ami Dazouz, ma question c'est, aujourd'hui, la CAF accompagne aussi cette évolution. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire à chaque fois un peu plus pour que les gens comprennent que les structures qui accompagnent les parents, qui accompagnent les enfants, sont là aussi, sont là d'abord pour leur apporter quelque chose. Oui, on rend service aux familles, c'est un des rôles de la CAF, c'est pas seulement effectivement de payer les prestations, mais c'est aussi d'accompagner les familles avec leurs enfants. Pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a des dispositifs qui permettent donc aux parents de pouvoir de sortir un petit peu de l'isolement. C'est vrai, on a un certain nombre de parents qui ont un petit peu de mal à s'en sortir, notamment des parents célibataires avec des enfants. Quand on vit seul, c'est pas facile. C'est aussi donc dans l'accompagnement dans les crèches où on incite aussi à ce qu'il y ait des activités qui sont mises en place. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu, donc dans le cadre de cette semaine de la petite enfance, lancer un appel à projet. Et un des critères de l'appel à projet, c'était donc quel lien est fait entre les activités dans la crèche et la famille. L'idée, c'est de pouvoir inciter les parents et de faire prendre conscience à certains parents que l'art et la culture, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'être professeur, il n'y a pas besoin d'être diplômé pour prendre un livre avec son enfant, pour lui faire écouter de la musique, pour lui montrer des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir et de le tirer un petit peu vers le haut. Alors, on passe de l'éducation à la parentalité. Et là, sur ce point, la Caisse d'allocation familiale fait un distinguo entre le soutien aux parents et le soutien à la parentalité. Est-ce que c'est quelque chose qui parle quand on dit soutien aux parents et soutien à la parentalité? C'est deux choses différentes. Alors, on va regarder les dispositifs. Il y a d'abord les 7 dispositifs de soutien aux parents. Si la régie veut bien m'envoyer donc ces 7 dispositifs, voilà donc le relais assistant maternel, les espaces de vie sociale, les classes passerelles, contrats enfance jeunes, les centres sociaux, les ludothèques, les conventions territoriales globales. Ça, ce sont ces 7 dispositifs donc de soutien à la parentalité. Alors également, soutien à la parentalité, il y a aussi les 4 dispositifs de soutien qu'on va regarder également s'afficher à l'écran. Donc voilà, les réseaux, bon ça c'est les réseaux d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents, on en a parlé déjà, les lieux d'accueil d'enfants et parents, on l'a vu sur celui du Chaudron, des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, on a été à l'Oasis à Saint-André avec Opal pour voir un petit peu ce que c'était, et la médiation familiale, on a vu 2 médiatrices de l'Ouest et du Sud, donc avec qui on a parlé. Alors, les projets qui s'inscrivent dans le cadre de ces différents dispositifs proposés, en tout cas, ça se multiplie sur le territoire, apparemment. Oui. Alors, effectivement, on a ce qu'on appelle les dispositifs qui accompagnent les parents. Ce sont vraiment des structures, des associations qui gèrent, par exemple, le contrat d'accompagnement, les contrats locaux d'accompagnement scolaire, les lieux d'accueil parents-enfants, qui sont vraiment spécialisés, on va dire, dans l'accompagnement. Ensuite, on a d'autres dispositifs qui s'adressent moins directement aux familles, comme les contrats enfants-jeunesse par exemple, qui sont des contrats qui sont signés avec les communes pour développer leur offre petite enfance et jeunesse. On a les relais d'assistantes maternelles, donc pour aider, on va dire, essayer de structurer le réseau des assistantes maternelles. Donc on est sur des dispositifs d'un côté qui s'adressent directement aux parents, et de l'autre côté des dispositifs qui s'adressent, on va dire, d'une manière plus générale sur un territoire. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, on va juste voir qu'il y a des parents, il y a même des grands-parents qui adhèrent à cette nouvelle façon de voir l'éducation, de concevoir la parentalité. Alors, un premier exemple, donc, avec ce que tout à l'heure, avec un lieu d'accueil enfants-parents, celui du Chaudron. Vous aimez venir ici? Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous trouvez finalement? En fait, ça change de la maison, comme la maison c'est petit.
Ben, ici, elle a de l'espace pour jouer, elle s'amuse très bien et on peut échanger avec des mamans, ce qu'on ne peut pas avec les autres, à la maison. Elle lit ses livres là-bas tranquillement. Quand je suis venue ici, ben, ça m'a appris beaucoup de choses en fait, pour faire avec l'enfant. Alors donc tout d'abord, moi je garde ma petite fille toute la semaine. Donc on vient à peu près 2 fois par semaine ici pour justement avoir un échange avec parents-enfants pour qu'elle puisse rencontrer d'autres enfants avant de partir à l'école. La patience, déjà, il faut beaucoup de patience. Et puis, elles étaient en crèche, hein, les enfants. Donc mes enfants, ils étaient en crèche. Donc différent de ma petite fille, que je garde régulièrement. Donc, Alors, on va voir tout de suite en deuxième exemple. Tout à l'heure, on a parlé de lieu d'accueil enfants-parents. On va parler de REHAB. On va parler d'un réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement aux parents. Ça se passe à Saint-André. C'est au Cafette familial. Jessia Gondin vous dit sa position. Les parents, ils ont besoin d'écoute, beaucoup d'écoute. Ils ont besoin de sentir qu'ils existent, d'être valorisés surtout. Et ils ont besoin d'une structure pour les accueillir, en fait, un lieu de partage, de convivialité. Généralement, quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent, dont on vous parle le plus souvent, que vous devez agir comme médiatrice? Au sein de l'école, ils ont beaucoup besoin d'accompagnement pour leurs enfants. Ils se posent beaucoup de questions. Souvent les week-ends, ils n'en peuvent plus. Ah, mon maman, le week-end, mais tu gagnes plus. Et du coup, ils ont besoin de souffler. Vraiment besoin de souffler, de se retrouver avec d'autres parents pour se dire, je suis pas toute seule et il y a d'autres parents qui sont là. Et c'est comme ça qu'ils s'entraident eux-mêmes, en fait. Hein. Je suis juste là pour faire le lien. Mais c'est eux qui font tout seuls, hein, presque. Je suis le fil conducteur, en fait. Mais c'est eux. C'est juste pour leur faire prendre conscience qu'ils ont d'énormes talents et qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Alors, sur ce qu'on a vu, l'évolution, la parentalité, ça se retrouve lorsque les parents arrivent, vous amènent l'enfant dans les structures. Alors, on a parlé tout à l'heure des nounous ou des nénènes. Dans leur comportement, on voit que cette part de responsabilité, ils la prennent finalement. Pardon ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent vraiment investis de dire ils sont des parents de substitution au moment où ils ont Oui, bien sûr. Justement, quand les parents déposent leurs enfants, elles deviennent justement ce lien vital, je veux dire, pour l'enfant. Et je pense qu'on ne vient pas dans la petite enfance par hasard. Moi, je ne fais pas de la musique pour les 0-3 ans par hasard non plus. Donc, je pense que tous les professionnels qui sont là, voilà, elles font leur boulot avec, j'ai vu beaucoup d'amour lors des séances d'éveil musical. Stéphanie. Oui, je suis tout à fait d'accord et je rejoins les 2 témoignages qu'il y a eu. Les parents, ils ont besoin d'être écoutés. Quand ils viennent à la crèche, ils nous font part de leurs difficultés, que ça soit sur les frustrations qu'ils rencontrent, sur le quotidien qu'ils ont avec leurs enfants. Ils ont besoin d'être écoutés. Et ils ont aussi ce côté où ils rencontrent d'autres parents à la crèche et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Et nous, la semaine petite enfance, elle nous a permis ça aussi. Les parents, ils viennent participer aux activités à la crèche. Ok, ils font les activités avec leurs enfants, mais ils rencontrent les autres parents qui fréquentent la même structure. Et ça leur permet d'échanger avec les parents, mais aussi avec les professionnels, on va dire un peu plus officieusement. La question, et je vais en venir à Mohamed Patel dans un instant, puisqu'on va parler de formation et de métier. Est-ce qu'aujourd'hui, cette professionnalisation, parce que c'est le mot, je pense, qu'il faudra utiliser, il y a une professionnalisation de ces métiers, de la petite enfance, du service à la personne. Comment vous, chacun à votre niveau, vous voyez cette professionnalisation et comment il faut faire pour que, il ne faut pas que ce soit que professionnel, il faut qu'il reste un peu d'humanité, un peu de douceur, je dirais, dans ce monde de brut. Vous savez, par rapport au reportage qu'on vient de voir, par rapport au contenu, il faut aussi comprendre que ce n'est pas un métier comme n'importe quel autre métier. C'est un métier où les professionnels de la petite enfance ont entre leurs mains ce qu'il y a de plus cher au monde. Ce n'est pas de la marchandise, ce sont des enfants. Et donc tout part de l'enfance
Et en grandissant, ces jeunes vont acquérir une maturité, une expérience qui va les servir tout au long de la vie. Et d'où l'importance pour nous de travailler au départ sur la professionnalisation des demandeurs d'emploi, parce que là je parle pour Pôle emploi, mais aussi des salariés. Et donc on va aller sur des parcours de formation, et c'est tout l'intérêt, parce qu'avec la CAF, on va aller notamment sur la fin de cette semaine sur un accord cadre de professionnalisation des professionnels donc et des demandeurs d'emploi de la petite enfance, et qui sera signé samedi avec 27 partenaires. Donc vous voyez bien l'importance que cela va amener. Et tous ensemble, il va falloir aller dans cette direction pour justement élever le niveau de compétence. Et quand on élève le niveau de compétence et de qualification des personnes, tout ça c'est au bénéfice des marmailles. Et justement, pour l'artiste qui est Yohan Lamy, qu'est-ce que toi, à la rigueur, tu aimerais bien être plus présent, être plus dans les parcours pédagogiques? Est-ce que les structures sont prêtes à faire intervenir plus de prestataires, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau art ou culture? Comment j'allais dire, un petit peu faire en sorte que ce soit bien articulé? Alors là, de la part des professionnels de la musique, la volonté est là, parce que on va nourrir l'humain. De la part des professionnels de la petite enfance, la volonté est là aussi. Et souvent, ce qui bloque, justement, c'est ce côté financier pour que l'artiste puisse s'y retrouver, et les structures aussi. Donc la CAF, justement, dans ces moments-là, est très important. Et après, effectivement, les structures, elles accueillent, moi ça fait 5 ans que je fais ça déjà, je me suis formé en autodidacte, elles accueillent de plus en plus cette idée, elles sont de plus en plus en demande juste pour parler de musique, d'éveil musical, parce qu'elles voient tous les bénéfices que cela apporte. Et du coup, oui, carrément, à fond les ballons. Stéphanie Moiré, d'accord en tout cas. Ah oui, tout à fait, on est demandeurs. On attend que ça soit encore plus ouvert, que les intervenants puissent venir plus facilement dans les structures, autant dans la musique, les contes, ou voilà, nous, on en demande. Et souvent, justement, le fait d'être intervenant extérieur, le regard de l'enfant est complètement différent. Donc du coup, on peut, nous, arriver avec notre univers, nos compétences, voilà. Et que justement l'enfant, il a un regard complètement neutre, complètement nouveau, puisque c'est un intervenant extérieur. C'est vrai que quand c'est les équipes pédagogiques qui sont en place, c'est dur justement parce que l'enfant est déjà habitué aux professionnels. Ça apporte un autre cadre d'avoir des intervenants extérieurs. Ami Dezouz et Madatel, je veux dire, la question se pose, il va falloir partir vers d'autres stratégies, aussi bien au niveau formation, dans les nouveaux métiers. Comment faire pour que le public qui arrive soit je dirais presque formé à ce qu'il attend? Écoutez, par rapport à ça, d'où l'intérêt du partenariat que nous menons, c'est rencontrer les professionnels, donc les gestionnaires de crèche, identifier les besoins, prendre en compte ces éléments-là, pour ensuite mettre en place des parcours de formation et de qualification. Parce que le constat que nous faisons au jour d'aujourd'hui, c'est que sur le premier niveau, dans ces métiers, toutes les personnes qui ont un CAP petite enfance, comme on les appelait autrefois, on en a beaucoup chez nous. Par contre, sitôt qu'on élève le niveau de qualification pour aller par exemple sur des métiers d'auxiliaire de périculture, voire d'infirmière, ou d'éducateurs, d'éducatrices de jeunes enfants, là vous voyez très bien que le taux d'insertion, il est hautement plus important. Juste un chiffre, 3000 possibilités de recrutement par an à La Réunion dans les métiers de la petite enfance. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des postes qui ne sont pas pourvus? Sur les métiers que je vous dis, notamment infirmière dans les crèches ou auxiliaire de périculture, il y a encore des possibilités de recrutement. D'accord. Ami Dezouz, la même question, il nous reste un quart d'heure et je vais falloir que j'accélère un petit peu pour pouvoir tout passer. La question c'est, qu'est-ce que la CAF, quelle va être la stratégie de la CAF justement dans cette professionnalisation et comment être encore un peu plus pointu dans cette démarche de formation et de création de métiers? Alors il faut d'abord savoir que
que la formation, c'est pas le domaine de compétence de la CAF. Ouais. Effectivement, nous, on s'investit parce qu'on pense que c'est important. Il faut savoir aussi que cette démarche qui est en train de naître, d'être mise en place autour de l'art, de la culture et de la petite enfance, puisque elle s'inscrit aussi dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été signé entre le ministère de la Famille et le ministère de la Culture. Donc il y a une réelle volonté aussi au niveau national pour pouvoir développer ça. Et donc à l'intérieur de ce protocole d'accord, il y a aussi un volet formation. Et on est en train aussi de travailler donc avec la DACOI, et justement le 25, donc samedi prochain, le séminaire va permettre aussi d'approfondir un petit peu cette réflexion, puisqu'actuellement on est sur une situation où d'un côté on a le secteur de la petite enfance, de l'autre côté on a le secteur culturel, et ce sont deux secteurs qui ont peu de mal à se rencontrer. Donc l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à des pistes de travail. Ça peut être le développement de résidences d'artistes dans les structures d'accueil. Ça peut être aussi, il y a peut-être une action à mener aussi pour ouvrir les lieux culturels, les théâtres, pourquoi pas, s'ils sont aménagés pour accueillir le public de moins de 3 ans. Donc il y a différentes pistes à creuser, à mon avis. Et c'est en train de se mettre en place, notamment en partenariat avec la DACOI. Lorsque je parlais tout à l'heure de formation, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des vocations qui naissent. Et on va prendre l'exemple de David Fontaine. Il est assistant maternel, il est à Saint-André. Sa femme a été la première à franchir le pas. Lui, c'est un ouvrier maçon. Et du jour au lendemain, il a décidé de s'y mettre également. Alors, nul ouvrier maçon ne s'improvise du jour au lendemain assistant maternel. David Fontaine a d'abord appris en regardant sa femme faire, puis il a franchi le pas. Alors, ça fait combien de temps là, assistant maternel ? 2 ans et demi. C'est quoi ça donne l'envie de devenir assistant maternel ? C'est madame. Comment ça ? Ben, madame était déjà assistant maternel. Et comme il dit souvent, c'est à force de suivre elle. Comme tu travailles dans le bâtiment avant, et quand tu rentres à la maison le soir avec tes enfants, ben, mettez jouer un petit peu avec les enfants, ben, depuis on les dit, ben, on la rentre dans le bain. Ça fait combien de temps vous êtes assistant maternel maintenant ? 2 ans et demi. Entre métier dans le bâtiment et assistant maternel, quelle différence en a pour ? La différence entre le bâtiment et l'assistant maternel. Le bâtiment, bon, le soir on arrive, vous la pointe en haut, il faut préparer toujours le matériel pour le lendemain matin, ou quelque chose qu'on a fait le lendemain matin pour le bâtiment. C'est des assistants maternels, quand ils arrivent le matin, ils connaissent que maintenant on a fait déjà. Le soir, quand je rentre chez moi, la pointe, la préparation à faire le lendemain matin parce qu'elle est déjà prête. Donc même je suis plus soulagé au niveau de ça. Alors, la question, c'est combien de formations aujourd'hui sont accessibles au métier de la petite enfance ? On n'a pas la liste exhaustive, mais je voulais quand même donner quelques exemples. Je propose d'écouter les 3 personnes qui vont vous dire plus ou moins ce qui existe. Quelle est la formation la plus demandée chez vous ? Le titre professionnel assistant de vie aux familles et depuis peu le CAP accompagnement éducatif petite enfance. Qu'est-ce que ces 2 formations permettent de faire ? Alors le titre professionnel assistant de vie aux familles permet de travailler auprès de personnes âgées et auprès d'enfants, et le CAP petite enfance donc permet uniquement de travailler auprès d'enfants, aussi bien chez le particulier comme en structure accueillant des enfants type crèche, assistante maternelle ou école. Nous proposons pas mal de formations, entre autres des actions de professionnalisation pour les assistantes maternelles agréées, pour des particuliers de la branche des particuliers employeurs. Et nous proposons pas mal de volets concernant les différentes professionnalisations en ce sens. Donc des actions courtes, des actions plus ou moins longues, donc notamment avec des titres professionnels. L'IRTS propose plein de formations, certaines qui sont accessibles sans le bac, certaines qui exigent le bac. L'éducateur de jeunes enfants doit être titulaire du baccalauréat pour commencer sa formation, mais la formation peut être, on peut passer le concours pendant l'année de terminale. Moi, en étant éducateur de jeunes enfants, je suis un des rares garçons, mais il y en a, et c'est important que ce soit un métier mixte. Alors, on le voit, il y a la formation, donc on va vers les métiers. Mohamed Patel, aujourd'hui, sans avoir bien sûr tous les métiers, ce secteur d'activité gagne en métiers. Il y a de plus en plus de métiers qui correspondent à ce secteur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3000 possibilités de recrutement par an dans la petite enfance, mais globalement, il y en a encore plus
si on élargit le cercle et qu'on parte sur les métiers des services à la personne. Donc là, effectivement, la population est en voie de vieillissement à La Réunion. Donc il y aura une niche sur laquelle il va falloir exploiter et surfer. Mais encore faut-il que d'abord on oriente les personnes sur ces métiers-là et qu'on les accompagne dans leur qualification et leur formation professionnelle. Et d'une manière globale, si on regarde, aujourd'hui dans le secteur, est-ce que c'est facile de trouver du monde pour travailler dans les crèches ou dans les structures d'enfance ? Ça dépend du niveau de formation en fait. Comme on le disait, le niveau CAP petite enfance, on a beaucoup de demandes. Voilà, dès qu'on monte auxiliaire, éducateur jeunes enfants, encore ça va, mais dès que ça arrive infirmière puéricultrice, c'est de plus en plus compliqué. Il y a la demande. Il y a de la demande, mais nous on cherche, mais après on n'a pas à trouver. Non, on n'a pas. Il y a de vraies difficultés à trouver à ce niveau-là. C'est pour ça ce que je vous disais, c'est que nous on a tout intérêt à faire monter les gens qui sont déjà dans ces métiers, à élever leur niveau de qualification. Donc on peut mettre en place des systèmes comme la VAE ou les envoyer en formation aussi. Formation continue. En formation continue, parce qu'on sait que derrière il y aura des possibilités de recrutement. Donc autant amener les personnes qui sont les plus motivées, qui ont déjà de l'expérience dedans, à les amener un peu plus haut. Nous, c'est notre priorité justement dans la communauté associative Les Marionnettes. C'est une priorité mise en place par M. Nagès, notre président, et le James Nagès, oui, le président des 12 structures de la communauté associative Les Marionnettes, et son conseil d'administration. Donc oui, c'est leur priorité de valoriser déjà ceux qui travaillent dans la structure et de leur permettre d'évoluer et d'avoir accès à des formations plus élevées. Amine Azouzou, il y a quelque chose ? Oui, là on est vraiment là sur des métiers qui sont très cadrés, en tout cas pour travailler en crèche, ce qu'on appelle en EAJE, on est sur les 5 métiers socles, donc au sens du décret de juin 2010 qui réglemente les structures, l'encadrement des EAJE. On est sur le métier d'assistant maternel, même si on a très peu d'assistants maternels qui travaillent en crèche. Après on a effectivement le CAP accompagnant éducatif petite enfance qui a été remodelé récemment. Ensuite, on a les auxiliaires de puériculture, on a les éducateurs de jeunes enfants et les infirmières puéricultrices. Alors, la spécificité d'auxiliaires et d'infirmières puéricultrices, c'est qu'elles peuvent aussi travailler en secteur hospitalier. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on est un peu de mal aussi à trouver ces métiers-là en crèche. Alors, on va essayer de faire un peu plus vite, de me rester à peu près 5 minutes. Alors, on va d'abord montrer que, en tout cas, ce secteur est porteur d'emploi, en tout cas pour certaines personnes. On a rencontré une demandeuse d'emploi. Voilà ce qu'elle nous dit, elle, sur ce secteur. Ce sont des métiers qui ont de l'avenir, bien évidemment, puisque les demandes sont là et réelles. Les besoins de famille sont là, tant en termes d'accueil de leurs enfants sur l'île, bien évidemment, mais aussi d'accompagnement à la parentalité. Donc, bien sûr, il y a énormément de choses qui existent, c'est certain, mais de projets à monter, à mettre en place, c'est des besoins réels et existants. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que derrière tout ça, il y a des structures qui veulent accompagner aussi bien ceux qui vont employer des particuliers pour leurs enfants, et il y a aussi ceux qui souhaitent accompagner les salariés, même structure. On a rencontré Priscilla Baucher, donc elle est dans une structure qui accompagne les employeurs de particuliers. La FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Donc on va en fait au sein de notre relais qui est basé à Saint-Paul renseigner à la fois le particulier qui emploie un salarié à son domicile et le salarié ou futur salarié sur les étapes de la relation de travail. Donc du recrutement en fait à la fin de contrat. Concernant les métiers de la petite enfance, est-ce qu'il y a beaucoup de particuliers aujourd'hui qui embauchent ? Alors oui, de plus en plus, c'est un secteur qui va se développer. Donc forcément, il y aura de plus en plus de garde d'enfants à domicile. Donc là où l'emploi, la garde des enfants se fait au domicile des parents. Et pour les assistants maternels, où là, ce sera au domicile du salarié. Alors, qu'est-ce qu'un particulier qui va embaucher quelqu'un pour veiller sur son enfant doit savoir de la loi ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que selon s'il s'agit d'une garde d'enfants à domicile ou d'un assistant maternel, ce ne sera pas la même convention. Donc une convention qui va déterminer du coup le cadre légal. Et donc ce ne sera pas du tout la même convention en fonction des différents emplois.
Alors on le voit, en tout cas le secteur se met en place. On voit que les structures qui veulent accompagner aussi bien les employeurs que les salariés. Est-ce que aujourd'hui il faut déjà penser à cette évolution-là, à anticiper les métiers qui vont sans doute se créer en fonction des demandes. On est bien dans le service à la personne. Là on parle de la petite enfance, mais il y a bien sûr aussi les personnes âgées sur lesquelles je reviendrai plus tard. Il y a un vrai intérêt à se pencher sur la question, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'existence même d'un accord cadre va permettre de réunir tout le monde et d'identifier un petit peu quels pourraient être les projets de demain, en termes d'implantation par exemple de structures, et aussi travailler sur la qualification et les parcours de formation. Donc, parce que dans cet accord-là, vous aurez des organismes de formation, des OPCA, vous avez des fédérations d'employeurs, il y a la CAF, il y a Pôle emploi, il y a l'État, il y a un certain nombre de partenaires. Donc c'est tous ensemble qu'on va pouvoir innover, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être fait pour demain. Qu'est-ce qu'il faudrait écouter plus? Les professionnels à la base, ceux qui se disent aujourd'hui l'évolution de l'enfant va aller dans tel contexte parce qu'il y a une évolution de la société, ou aujourd'hui, je me base toujours sur les professionnels de terrain. Vous qui êtes sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce que a besoin le secteur d'activité pour être un peu plus performant et efficace? Une chose, je pense, juste être le plus optimalement à l'écoute de l'enfant, parce que si tu veux, l'objet, le sujet principal, c'est bien l'enfant, donc tout doit s'articuler par rapport à ça, et le reste, c'est juste des solutions. En fait. Non, on s'adapte à ses besoins, en fait, c'est lui qui va nous montrer là où il y a besoin, mais je pense que oui, les formations sont importantes dans ce secteur pour être toujours à jour. Que ce soit le travail avec Pôle emploi ou avec les professionnels du terrain, aujourd'hui, comment travailler avec la caisse d'allocation familiale pour justement être toujours, j'allais dire, au bon moment, au bon endroit, anticiper les besoins? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là? Ou qu'est-ce que la CAF peut avoir envie de faire? Là, on fait déjà pas mal de choses. Oui, gentil. On a en plus un dispositif, d'ailleurs c'est dans le cadre de ce dispositif aussi qui a été mis en place la semaine de la petite enfance, qui est le schéma départemental des services aux familles. Donc c'est par ce dispositif aussi qu'on a commencé un petit peu à réguler le développement de l'accueil, notamment des micro-crèches. Et puis on souhaite, je pense aussi, développer ce type d'action, c'est-à-dire une action plus qualitative qui favorise aussi l'éveil de l'enfant, notamment par des formations, par la mise en place de projets innovants, pour changer un petit peu aussi le regard du grand public sur la CAF, qui effectivement est un financeur, mais pas que. Et aujourd'hui, justement, quand on regarde, quand le public regarde, est-ce qu'il faut aussi qu'il se dise que c'est aussi à lui de s'y intéresser en termes de formation, en termes d'emploi, puisqu'il y a à peu près 50 000 bébés, je crois, sur l'île, si j'ai vu les chiffres de la CAF. Aujourd'hui, il faut aussi se dire que c'est un élément devenu incontournable dans le développement de la Réunion, dans le développement économique de la Réunion. La petite enfance, je veux dire que c'est par là que tout commence, d'où l'importance justement de pouvoir s'intéresser précisément à ce public, parce que un petit peu dans l'inconscient, c'est que l'enfant a moins de 3 ans, donc ça va, il attend de grandir, mais il faut vraiment s'en occuper dès la naissance et de pouvoir faire en sorte qu'il se développe le mieux possible. Et c'est par ce genre d'action, notamment quand on accompagne les structures d'accueil, quand on accompagne les familles, quand on met en place des événements, des actions innovantes, que la CAF va pouvoir contribuer à cet objectif d'accompagner les parents dans leur vie quotidienne, et aussi ce plus dans l'éveil, là aujourd'hui, à la culture et à l'art. Merci. En tout cas, on aura dépassé le temps. On vient de me faire savoir. Merci Stéphanie Waro, donc éducatrice spécialisée. Merci à Hamid Azouz, donc chargé de mission action sociale à la caisse d'allocation familiale. Merci à Mohamed Batel, donc chargé de mission partenariat au Pôle emploi. Et merci à Johan Lamy, donc artiste. En tout cas, on aura échangé rapidement. C'est passé très vite. Je suis désolé. Merci en tout cas d'avoir échangé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie pour son efficace collaboration. Je remercie également Maxime Silberstein de l'agence donc Stratégie et Territoire pour le travail qu'il a réalisé.
Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.